Alors bonjour, bienvenue à tous pour ce deuxième webinaire du réseau alsacien de soins palliatifs qui va traiter aujourd'hui des plaies cancéreuses en soins palliatifs. Donc je suis Marie Clem, je suis infirmière libérale et infirmière au réseau alsacien de soins palliatifs et aujourd'hui j'ai la chance d'intervenir avec ma collègue. Bonjour, moi je m'appelle Adine Schilling, je suis infirmière coordinatrice au réseau alsacien de soins palliatifs. Donc on va démarrer ce webinaire. Alors quand on parle de plaies cancéreuses en soins palliatifs, de quoi parle-t-on? On peut parler soit d'une tumeur primitive qui est ulcérée à la peau, dans un contexte de cancer ORL, de mélanome, de cancer du sein, ou d'une métastase cutanée. Ces plaies cancéreuses touchent 5 à 10 des patients qui sont atteints d'un cancer et la prise en charge de ces plaies est souvent une prise en charge palliative. Alors, quelles sont les principales localisations que l'on peut retrouver pour ces plaies cancéreuses? Alors, comme vous pouvez le voir sur les photos qu'on vous a mises sur notre support, on peut retrouver principalement ces plaies dans des contextes de cancer ORL au niveau de la tête, du cou, dans des contextes de cancer gynécologique, cancer du sein, des plaies qui sont localisées au niveau des aires génitales. Comme vous pouvez le voir sur ces différentes photos, donc sur la photo qui est en bas à gauche de notre support, ces plaies peuvent être effectivement assez creusantes, cavitaires. On peut alors dans ce contexte-là parler de processus destructif. À l'inverse, sur la photo au-dessus, on peut voir que ces plaies peuvent être assez extériorisées, assez volumineuses. On peut avoir parfois même un amas de nodules. On parle alors dans ce contexte-là de processus prolifératif. Donc, assez simplement, hein, vous voyez que ces plaies sont souvent très inesthétiques et sont assez invalidantes pour les patients au quotidien. Alors, par rapport à ces plaies, quels sont les objectifs de la prise en charge? Le premier élément à avoir à l'esprit, c'est que la cicatrisation dirigée ne sera pas forcément systématique lorsqu'on est amené à prendre en charge des plaies cancéreuses. Ces dernières seront effectivement dépendantes de la réponse au traitement du cancer qui sont proposés aux patients, que ce soit de la chimiothérapie, de la radiothérapie ou de la chirurgie. Du coup, on va mettre l'accent sur une prise en charge globale qui sera centrée sur le patient, avec un point d'ordre qui va être la prise en charge des symptômes qui sont liés à ces plaies cancéreuses. Alors, quels sont les différents symptômes qu'on peut rencontrer dans la prise en charge de ces plaies? On peut être amené à devoir prendre en charge des odeurs qui sont tenaces, nauséabondes et très présentes au quotidien, des saignements de faible, moyenne ou grande abondance, des exsudats avec aussi des volumes qui sont très différents selon les plaies. Et on est aussi amené effectivement à prendre en charge la douleur. Alors on le verra plus tard, une douleur qui peut être en lien avec la plaie elle-même ou en lien avec les soins que l'on va faire dans le cadre de cette prise en charge de plaies cancéreuses. Et puis effectivement aussi la prise en charge de l'altération de l'image corporelle et des interactions sociales qui vont être impactées pour le patient. Alors la prise en charge des odeurs, on l'a détaillé en 3 points. Le premier point, c'est le nettoyage minutieux de ces plaies. Alors, le nettoyage minutieux d'une plaie cancéreuse, il va se faire principalement à l'eau et au savon, ainsi qu'au sérum physiologique. Et l'objectif, c'est d'adapter le mode de nettoyage et la pression de celui-ci en fonction de la plaie. Vous avez quand même des plaies qui sont extrêmement douloureuses, mais on peut également utiliser des pipettes de sérum physiologique ou des seringues pour effectuer un léger jet à gouttes sur cette plaie. Le deuxième objectif de la prise en charge des odeurs, c'est la diminution de la charge bactérienne. Alors, dans des plaies cancéreuses en situation palliative, il n'y a pas d'intérêt à faire de prélèvements bactériologiques parce que la majorité de ces plaies sont dites colonisées critiques et du coup, lorsqu'il n'y a pas de signes généraux d'infection, il n'y a aucun intérêt à faire des prélèvements. Nous pouvons aussi utiliser pour la diminution de la charge bactérienne des pansements de type Sorbact, qui sont des pansements bactériostatiques qui utilisent les propriétés hydrophiles et hydrophobes d'un film donc du film vert de Sorbact et des bactéries et qui permet du coup de limiter la croissance bactérienne. Une autre manière de limiter la charge bactérienne, c'est d'utiliser du flagyl ou du métronidazole
Donc, il y a plusieurs écoles d'utilisation de ce flagile, en sachant qu'il faut quand même toujours privilégier la voie générale. Dans certains cas et dans certaines équipes, vous verrez aussi l'utilisation de ce flagile en application locale, où on baigne le lit de la plaie avec du flagile, où on en met sur des compresses en pansement primaire. Il faut essayer d'éviter aussi autant que faire se peut les pansements occlusifs qui du coup vont favoriser la macération de la plaie et les odeurs nauséabondes. Pour masquer ou absorber les odeurs, alors bien sûr, on conseille d'aérer la chambre aussi souvent et aussi fréquemment que possible. Mais on peut également utiliser des pansements au charbon qu'on va utiliser comme pansement secondaire, c'est-à-dire en plus des pansements qu'on utilise pour prendre en charge cette plaie. Vous pouvez également avoir recours à l'aromathérapie. Et pour ceci, nous vous conseillons de prendre conseil auprès d'équipes référentes et de professionnels formés. Vous avez maintenant un certain nombre de professionnels qui sont formés en aromathérapie, notamment dans les équipes mobiles de soins palliatifs. Alors, il s'agit aussi de déconstruire certaines croyances, notamment celles qu'on peut voir parfois de mettre du flagile dans un bol, dans une pièce. Ce n'est pas cette application-là du flagile qui va diminuer la charge bactérienne. Alors, le deuxième symptôme dont on voulait vous parler, c'est la prise en charge des saignements. Alors, pour prendre en charge ces saignements, on va d'abord pouvoir vous proposer d'utiliser des alginates. Donc, ces saignements, ils sont causés par la vascularisation de la tumeur, par la proximité de gros vaisseaux et aussi par les soins qu'on va faire sur ces plaies. Donc, la première chose qu'on peut vous conseiller d'utiliser avant les alginates, c'est l'application de froid, si celui-ci est bien toléré par le patient parce qu'il a une action vasoconstrictrice et permet de limiter un petit peu les saignements. La deuxième utilisation, c'est celle des alginates. Ici, on vous a mis comme exemple l'algostérile, qui sont des pansements hémostatiques. Alors, ces alginates, quand on les utilise, il faut une franche humidification pour le retrait, pour qu'ils soient atraumatiques quand il y a des saignements sur ces plaies-là. Et ils sont privilégiés pour des saignements de faible abondance. Il faut savoir que les alginates, quand vous les posez sur une plaie, ils sont à humidifier légèrement au moment de la pose, de manière à limiter la douleur au moment où le pansement va absorber les exudats. Voilà, à la différence des hydrofibres que vous n'avez pas besoin d'humidifier. Le deuxième traitement qu'on peut utiliser pour les plaies, c'est l'acide tranexamique ou l'hexacil qu'on peut utiliser par voie locale ou par voie générale. Et en dernière intention, on peut également demander un avis radiothérapeutique à visée hémostatique. Alors, par rapport à la prise en charge des exsudats, le premier point qui nous semble important, c'est déjà d'adapter les pansements par rapport au volume d'exsudats qui sont provoqués par cette plaie cancéreuse que vous prenez en charge. Dans ce type de prise en charge, ce qu'on vous propose, c'est de ne pas hésiter à associer les pansements, des pansements primaires et des pansements secondaires. Alors, en pansement primaire, nous, on vous propose de pouvoir utiliser des hydrofibres, comme l'Acocel Extra, par exemple, comme on vous a montré sur notre support. La propriété de ces hydrofibres, c'est que ce pansement va se transformer en gel au contact des exsudats et va avoir un pouvoir d'absorption. Si vous êtes confronté à une plaie où il y a beaucoup d'exsudats, vous pouvez sans souci, et c'est pour ça qu'on vous a mis du coup une photo volontairement d'un millefeuille, vous pouvez superposer plusieurs hydrofibres sur la plaie. Comme l'absorption va se faire de façon verticale, en superposant plusieurs hydrofibres, vous allez pouvoir augmenter le pouvoir absorbant au niveau de votre plaie. L'intérêt de ces pansements, c'est que lorsqu'ils vont se transformer, se gélifier au contact des exsudats, le retrait est plus ou moins atraumatique. Et ce qu'on vous conseille aussi de faire, c'est de laisser légèrement, environ 1 cm, déborder les hydrofibres de la plaie pour pouvoir protéger la peau périlésionnelle. Une fois que vous avez appliqué votre pansement primaire, vous pouvez avoir accès à des pansements secondaires, dits super absorbants. Alors, les pansements primaires, comme les hydrofibres, vont être capables d'absorber jusqu'à 30 fois leur poids. Les pansements super absorbants, jusqu'à 40 fois leur poids.
En termes de pansements secondaires, donc de super absorbants, vous avez à votre disposition plusieurs marques, plusieurs tailles de différents laboratoires. Ce qui nous semble le plus important, c'est de pouvoir voir avec votre patient quel est finalement le pansement super absorbant qu'il va le mieux tolérer. Certains pansements super absorbants, une fois qu'ils sont saturés, qu'ils sont pleins d'exsudat, vont se rigidifier ou se cartonner et peuvent du coup exercer une pression ou un poids sur la plaie du patient, ce qui peut quand même être assez désagréable. Donc, à voir avec le patient quel est le pansement qu'il va le mieux tolérer. Nous, pour exemple, on vous a mis une photo du Keramax Care qui ne se rigidifie pas une fois qu'il est saturé d'exsudat et qui est plutôt bien toléré par les patients. Alors, lorsque vous êtes amené à changer un pansement plus de 2 ou 3 fois par jour et que vous êtes interrogé sur la pertinence des supports que vous avez utilisés, pourquoi pas, si vous êtes confronté à une plaie qui est peu étendue, que vous avez une peau périlésionnelle qui n'est pas abîmée, pas altérée, pourquoi pas ne pas penser à utiliser du matériel de stomie. Alors, on peut utiliser soit des poches de recueil, comme celles qu'on vous a mis en exemple, des poches de Drenaes, des poches d'urétérostomie, ou pourquoi pas même avoir recours à une poche de colostomie avec un socle, afin de pouvoir vidanger les exsudats. Bien sûr, c'est un matériel qui sera à discuter avec le patient parce que ça peut être à la fois invasif et selon la localisation de la plaie, ça peut peut-être un peu l'invalider dans ses mouvements. Mais c'est du matériel qui peut être intéressant d'avoir à l'esprit lorsque on a des exsudats avec un volume extrêmement important à drainer. Alors, la prise en charge de la douleur. Cette douleur, elle peut être, dans un premier temps, induite par les soins. Donc, il est impératif de pouvoir adapter le traitement antalgique du patient en fonction des périodes de réfection des pansements. Donc, nous vous encourageons, enfin, nous vous proposons d'aller voir le webinaire qui a été fait le mois dernier qui traitait de la prise en charge des opioïdes à domicile. La deuxième interrogation qu'on doit faire, c'est est-ce que le pansement utilisé est adapté? Donc, ne pas hésiter à le mouiller largement avant le retrait. Donc, en évitant peut-être juste une dosette de sérum physiologique, mouiller largement un pansement, ça veut dire vraiment le tremper et prendre le temps d'attendre afin que le retrait de ce pansement soit totalement atraumatique. On peut vous proposer l'utilisation d'anesthésiques locaux. Par exemple, ici, on vous a proposé une photo de xylocaïne 5% sous forme de nébuliseur, qui est à la base une solution pour pulvérisation buccale, mais qu'on peut utiliser couramment pour la réfection de ces pansements. Alors, ce nébuliseur, il faut savoir qu'il n'est pas remboursé, mais il doit être également réservé à une antalgie locale au moment des soins, notamment au moment de la détertion, et ne pas être utilisé comme antalgique de fond. C'est un anesthésique local. L'idée, c'est de prendre de la distance par rapport à la plaie quand on va pulvériser cette xylocaïne et se placer à 20 ou 30 cm de cette plaie de manière à pouvoir produire vraiment une nébulisation sur la totalité de la plaie. Il ne s'agit pas de noyer la zone de xylocaïne. Pour ceux qui l'ont déjà utilisé, c'est des tout petits flacons. On n'améliore pas du tout l'efficacité. En revanche, ce qui est intéressant, donc, c'est de se détacher de la plaie et d'attendre une dizaine de minutes pour une efficacité maximale avant de pouvoir travailler sur la plaie et éventuellement faire une détertion. On peut utiliser aussi des approches complémentaires, par exemple l'hypnose, la relaxation, la présence de 2 soignants, l'utilisation de méopas, par exemple. Et enfin, pour terminer, le traitement antalgique est à réévaluer avec le médecin ou une équipe référente. Il ne faut pas seulement penser à la douleur au moment de la réfection du pansement, mais il faut savoir que quand il y a des plaies très importantes comme ça, les patients ont mal en permanence et il faut absolument s'interroger sur le traitement de fond et sur la prise en charge de cette douleur. Alors, lorsqu'on est confronté à ce type de prise en charge de plaies complexes, de plaies cancéreuses en soins palliatifs, après tous les symptômes qu'on vient de vous présenter, on se rend assez vite compte qu'il peut y avoir une atteinte de l'image corporelle avec un retentissement sur les interactions sociales pour le patient
Et finalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer en termes d'accompagnement pour le patient qu'on prend en charge? La première idée, c'est effectivement de pouvoir s'intéresser au ressenti du patient, aux besoins, qu'est-ce qu'il verbalise par rapport à cette plaie dans laquelle vous intervenez dans la prise en charge. Ce qui nous semblait important, c'était déjà de pouvoir voir avec le patient ce qu'il souhaite avoir comme information lors de la réflexion des pansements. Est-ce qu'il souhaite voir sa plaie? Au contraire, est-ce qu'il ne veut pas du tout en entendre parler, ne pas voir? Est-ce qu'il veut avoir des éléments d'évolution de cette plaie? Est-ce que c'est indiqué dans la prise en charge du patient d'avoir des éléments d'évolution tous les jours lorsqu'on refait les pansements? C'est vrai que l'évolution de ces plaies cancéreuses peuvent quand même créer un sentiment d'angoisse, d'anxiété pour les patients. Pour certaines personnes, elles sont aussi le reflet de l'évolution de la maladie. Donc, c'est vraiment des choses qui sont à prendre en compte dans la prise en charge du patient. Bien sûr, pensez à proposer le soutien du psychologue ou de la psychologue de l'équipe si vous en avez une à disposition. Ce qui nous semblait aussi important dans cette prise en charge globale, c'est d'avoir l'adhésion du patient par rapport au protocole de soins. Quand on a préparé ce webinaire avec Marie, c'est vrai que nous sont revenues plusieurs situations complexes et difficiles à prendre en charge, dont une où on avait rencontré une patiente qui avait un cancer du sein avec une plaie tumorale très étendue, avec beaucoup de mauvaises odeurs et beaucoup d'exsudats, qui refusait que l'infirmier libéral s'occupe d'elle pour le pansement, pour la toilette. Là, le premier objectif de la prise en charge, c'était d'abord de pouvoir lui proposer des pansements qu'elle puisse, elle, utiliser seule, afin de pouvoir établir une relation de confiance dans un premier temps, avant même de pouvoir accéder à la prise en charge de cette plaie. Par rapport à la qualité de vie, c'est vrai que quand on parle de qualité de vie, ce qui nous semble important, c'est d'abord de pouvoir gérer les différents symptômes que présentent ces plaies cancéreuses pour pouvoir permettre aux patients d'être le plus autonome possible, de pouvoir garder ses interactions sociales et ne pas être contraint de tous ces symptômes au quotidien. Ensuite, on voulait vous proposer quelques outils et ressources à votre disposition. Alors, dans un premier temps, les équipes ressources auxquelles vous pouvez faire appel. Donc, ce sont des équipes transversales ou des consultations spécialisées. Donc, équipe transversale, ça peut être équipe mobile de gériatrie, équipe mobile de soins palliatifs. Les consultations spécialisées, vous avez des consultations plaie et cicatrisation un peu partout sur le territoire. Vous pouvez aussi solliciter les hospitalisations à domicile. Vous pouvez aussi demander l'aide de stomathérapeutes, par exemple. Voilà. Sinon, comme outil, alors sans vouloir faire du placement de produits, un outil qui nous semble vraiment utile et qui est très, très, très complet, c'est un site qui est également une application pour téléphone mobile qui s'appelle e-pansement. C'est un site qui est extrêmement complet et qui vous permet d'avoir regroupé au même endroit toutes les tailles, tous les supports, toutes les fonctionnalités des pansements que vous pouvez trouver dans le commerce, enfin sur le marché. Est-ce qu'ils sont remboursés? Est-ce qu'ils ne sont pas remboursés? Comment est-ce qu'on les prescrit? Quelle taille existe? Pour quel type d'exudat est-ce que c'est conseillé? Enfin, c'est extrêmement complet. Ce site e-pansement, cette application e-pansement permet aussi de vous relayer un certain nombre de publications, d'informations, d'articles, de formations. Enfin voilà, nous on le trouve extrêmement complet et très facile d'utilisation. Et le troisième outil à votre disposition, eh bien sûr, c'est toutes les formations qui sont à votre disposition. Donc, vous en trouvez maintenant énormément en e-learning. Vous pouvez assister à des journées régionales de plaie et cicatrisation, d'actualisation. Vous avez la possibilité de faire des diplômes universitaires. Donc, je tiens à vous préciser qu'il y en a un qui existe à Strasbourg depuis 2 ans maintenant. Vous avez des formations institutionnelles dans un certain nombre d'établissements et vous avez également les laboratoires qui sont à votre disposition pour vous présenter un certain nombre de classes et de gammes de pansements. Alors pour finir, on voulait encore vous parler de 2-3 petites choses, notamment le soin qu'il est important d'apporter au choix de la fixation du pansement.
Pourquoi est-ce que c'est important? La peau qui est autour de la plaie cancéreuse, la peau périlésionnelle, est une peau qui est souvent très fine, œdémaciée et assez douloureuse. L'objectif de bien fixer son pansement, c'est que celui-ci puisse être quand même étanche, qu'il puisse être confortable et puis éviter les fuites et les taches. Alors, c'est vrai que dans la mesure du possible, si on peut éviter une fixation adhésive, ça permettra d'exercer moins de tension, moins de pression sur la plaie. On a à notre disposition des bandes Velpo qui sont quand même très larges, des fixations tubulaires en jersey comme le Tubifast par exemple. Si vous devez absolument utiliser des fixations adhésives, nous, on vous propose d'utiliser des fixations qui sont plutôt bien tolérées, comme par exemple le Fixomul, qui est bien supporté par les patients. Le deuxième point qui nous semblait vraiment important de souligner, c'était de laisser sa chance au produit. Cette expression résume en fait l'idée que voilà, quand on décide d'appliquer un protocole de pansement sur une plaie, il faut laisser ce produit agir et changer le protocole de pansement ou changer la gamme de pansement tous les 2 jours. Ça ne permet pas de prendre assez de recul sur cette plaie et de voir un petit peu ce que ça peut donner et quelle est l'efficacité de ce pansement. Il faut savoir qu'il faut au minimum 15 jours de recul pour savoir si un pansement fonctionne ou pas avant de souhaiter ou de décider de le changer. On voulait aussi insister sur l'importance de mener une réflexion d'équipe par rapport à la prise en charge de ces plaies cancéreuses. Ce n'est pas uniquement les infirmiers qui vont s'attacher à cette prise en charge. C'est vrai que déjà en équipe, on va pouvoir discuter des objectifs de la prise en charge de ces plaies, comment tous les professionnels qui interviennent auprès du patient peuvent apporter leur expertise dans cette prise en charge. Et puis, n'oublions pas aussi cette question de la traçabilité. Les patients auprès desquels nous intervenons sont pris en charge par les libéraux à domicile, par des équipes référentes en milieu hospitalier, par des équipes transversales, d'où l'importance effectivement que tout le monde puisse savoir quel type de plaie on prend en charge, quels sont les supports qui sont utilisés et quelle est l'évolution de cette plaie. Ça, c'est vraiment important pour une prise en charge globale et centrée sur le patient. Voilà, et puis le mot de la fin, c'était soyez créatifs, n'hésitez pas à imaginer des choses, à multiplier les pansements et à être créatif. Merci en tout cas pour votre attention. Donc, on vous a mis quelques références bibliographiques, dont des articles et un livre que vous pouvez bien sûr emprunter au réseau alsacien de soins palliatifs si vous le souhaitez.